Donc, je ne dirai pas plus. Et je donne la parole à Joël Dallaire. Alors moi, je vous fais faire une petite excursion. Alors, j'ai pris la carte, moi aussi, là, il fallait absolument, parce que, en général, c'est très rare que vous alliez en vacances en trace. Hein. Mais Donc, Joël, il faut quand même qu'on dise que voilà, Inalco ici présente. Coordinatrice des cahiers balkaniques, et plein de choses, donc je ne veux pas quand même, mais elle va nous faire quand même un voyage. Non, je ne suis pas en Macédoine, je passe la frontière. Pardon, ah voilà. Donc, parce qu'il y a encore des touristes qui s'égarent jusqu'en Macédoine. Ouais. Mais c'est très rare qu'ils passent, ou alors ils sautent un grand coup et ils s'en vont voir les alentours de Constantinople, Istanbul. Mais il y a très peu de gens qui vont visiter Komotini et Alexandroupolis. Voilà. Donc, alors, c'est... bon. Officiellement impérialisée dans le moment dont moi je parle, mais effectivement très très française, puisque en fait d'occupation de Thrace impérialisée, le général en chef est français, les 3 sous-commandants aussi, les 3/4 des troupes qui font partie de la chose sont aussi françaises, tout le monde a obéi à Franchet-Desprez, et en plus la langue de travail officielle est française. Donc c'est vrai qu'on a fait plaisir, c'est une opération impérialisée, etc. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Alors, Thrace occidentale aussi, c'est une appellation relativement récente. Hein, en fait, la première frontière là-dedans, elle n'est pas sur ma petite carte, elle serait à peu près là, elle passe la flèche, oui. Bon, la frontière actuelle, c'est la ligne là. Alors, celle de la première ligne, pourquoi il a bougé? Bon, la première ligne, qui est donc à peu près, c'était à peu près par là, un peu plus au nord, délimitait la Roumélie orientale, donc en fait ce qui est devenu le sud de la Bulgarie, de ce qui restait ottoman plus au sud. Bon, ça c'était 1878. Ensuite, il veut absolument me faire des choses que je ne veux pas, mais ça va revenir, voilà. Alors, ensuite, à la fin des guerres balkaniques, donc, tu crois qu'avec ça, non? Bon, à la fin donc, des guerres balkaniques, avec le traité de Bucarest, il y a d'abord eu la délimitation de la frontière entre donc, la Grèce et ce qui était plus à droite et dont on ne savait pas tout de suite ce qu'on allait faire. Donc c'est en gros la ligne de pointillé qui est nord-sud à gauche de la carte. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, il y a eu un traité entre la Bulgarie et l'Empire ottoman, donc signé à Constantinople, qui a délimité. Alors, je veux bien que ça marche, mais je fais comment. Elle est où ma petite flèche là? Bon, attends, je vais reprendre celle-là, parce que voilà. Bon. Donc, la séparation avec l'Empire ottoman donc, est fixée en septembre 1913. Alors, le début, c'est la même ligne que celle qui est là pour 1919, mais quand on arrive là, juste en dessous de Demotica, en fait, c'était resté aux Ottomans, donc la frontière avec l'Empire ottoman était à peu près comme ça. Voilà. Et donc ça, à ce moment-là, on a donné donc, le morceau qui était un peu plus carré en fait que le morceau actuel, voilà, qui faisait à peu près ça, à la Bulgarie, qui a appelé ça Thrace de Léger. De même que quand elle avait un bout de Macédoine, elle l'appelait Macédoine de Léger, voilà. Et donc, quand on arrive à la fin de la Première Guerre mondiale, donc à partir de 1913, ce carré est momentanément bulgare. À la fin de donc, la Première Guerre mondiale, la Bulgarie, alors attendez, il y a encore une étape que j'ai ratée, en 1915, ce petit carré-là, qui était resté ottoman, les Bulgares et les Ottomans, au moment où les deux se retrouvaient du même côté dans la guerre mondiale, etc., ont signé un accord entre eux
Et ce morceau, qui correspondait en gros au Gaza, donc de Devotika ou d'Imoti et celui de Karagatch, qui maintenant est en Turquie, sont passés à la Bulgarie. Donc, quand on arrive à la fin de la Première Guerre mondiale, la trace devenue bulgare a bien les limites qui sont celles du pointillé, là, sur cette carte. Sauf que là, elle va plus loin, puisqu'en fait, il n'y a pas de limite, c'est toujours la Bulgarie. Et donc, quand on négocie et qu'on décide du sort que l'on va infliger à la Bulgarie, jugée grande méchante, puisque c'est engagé du mauvais côté, etc., on décide qu'on va lui retirer ce morceau de trace. Bon. Et c'est là qu'on fait un petit changement, c'est-à-dire qu'alors qu'elle avait une frontière qui était en gros là en 1878, on l'a dessinée un peu plus au sud. Et on s'est retrouvé avec ce beau morceau, qu'on a donc appelé à ce moment-là trace occidentale par rapport à de l'autre côté du Nestos Maritsa qui restait turco-ottoman. Et qu'on s'est dit, ben voilà, maintenant qu'on l'a, on l'enlève à la Bulgarie, l'affaire est faite. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas vraiment, parce que ça dépend de ce qu'on va faire, de ce qui est de l'autre côté. Or, ce qui est de l'autre côté, on n'a pas encore décidé, en 1919, à qui on allait le donner, sous quelle forme, etc. Donc, en attendant d'avoir décidé, eh ben, on invente un truc, c'est l'occupation interalliée. Et c'est pas un truc qui est destiné à durer longtemps, c'est en attendant de... Et donc ça devient trace occidentale, donc tel qu'on l'a défini dans le traité de Neuilly avec la Bulgarie à la fin de 1919, et ça reste sous occupation interalliée. Le temps, vous voyez, ça se voit en haut, oui. On a décidé en fait de la chose en septembre 1919. Franchet d'Estrel, le commandant en chef de l'armée de l'Orient, reçoit à ce moment-là l'ordre d'organiser l'évacuation des Bulgares qui sont là, puisque c'était à eux, et la mise au point, le retour de gens qui voudraient bien éventuellement revenir, et l'occupation interalliée, et il nomme le général Charpie comme en fait gouverneur de la trace interalliée et représentant du commandant en chef des armées alliées en Orient. Voilà, il a ce beau titre. C'est un militaire de carrière, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'avait pas encore eu de grande célébrité jusque-là. D'ailleurs, ça ne l'a pas rendu très célèbre non plus. Donc, après, il a été assez rapidement à l'âge de la retraite. Ceci dit, il avait l'air d'avoir fait un bon boulot, personne ne s'est plaint de lui, tout le monde était très content. Donc, c'est déjà pas si mal. Et donc, il est nommé et il est chargé de tout ça. Et il arrive à Komotini, donc Gumutine, le 10 octobre 1919. Et au mois de mai 1920, il n'y a pas encore de traité de Sèvres signé, etc. Mais les Alliés ont déjà décidé qu'en fait, ce morceau-là, finalement, on va le donner aux Grecs. Donc, on explique à Charpie qu'en fait, il faut qu'il organise l'évacuation de ses propres troupes, si possible, comme toujours, très bien dans l'ordre et ainsi de suite. Et c'est fini le 28 mai. Donc, en fait, la trace interalliée, ça a vécu 7 mois. C'est pour ça que je n'ai pas des masses de choses quand même à raconter dessus. Alors c'est vrai que c'est à très très grosse base française. Et Charpie en fait était un excellent organisateur. On lui explique qu'il faut en fait administrer la région, gérer les mouvements de population, le départ des Bulgares et le retour des non-Bulgares, et ça c'est pas rien. Et faire, si possible, très rapidement, un recensement des différentes populations qui sont là et qui pourraient éventuellement aider à prendre des décisions à la conférence de la paix. Et là, on rentre dans les questions de statistiques et de chiffres qui ont embouteillé les Balkans pendant 40 ans ou plus pour savoir qui est quoi et combien il y en a, et où on s'en jette des recensements à la tête sans arrêt.
et qui en fait, en plus, finalement, ne servent à rien, parce que la décision a été prise avant que les négociateurs aient eu les résultats du recensement de Charpie. Mais, et pour tous les autres. Et d'ailleurs, en plus, ils ont pris des décisions qui étaient à peu près contraires à celles que tous leurs spécialistes consultés leur avaient effectivement conseillées. Donc, c'est pas... Alors, en ce qui concerne... C'est bon, voilà. L'organisation. Alors, il y a très très peu de choses, en fait, à part les archives du Chartres à Vincennes. Et en plus, il y a une partie des archives qui apparemment, au retour, se sont évaporées entre la trace et Paris. Donc il n'y en a pas énormément. Et Charpie n'a pas rédigé ses mémoires, malheureusement pour moi, ni les 3-4 commandants qui étaient autour de lui. Par contre, il avait embauché des services de non-français et de non-grecs éventuellement. Il y a un Bulgare, Altinov, qui servait à la direction des finances du lieu, qui lui a publié son petit livre tout chaud, parce que son livre est publié en 1921, donc c'est vraiment tout chaud, bourré de chiffres, en 2 chances, parce que le gars s'occupait de finances, et en plus, merveilleux, c'était un parfait francophone, donc sinon je ne pourrais pas faire la propagande de ce Bulgare, mais c'est vrai qu'il raconte pas mal de choses, et il a l'air assez... Enfin, il est satisfait de lui, c'est pas très original, mais il est très satisfait finalement du passage français. Il ne regrette pas, parce que déjà en tant que Bulgare, on pourrait être pas très heureux que finalement on ait contribué à l'évacuer, mais il n'avait pas l'air... Alors ça, c'était la répartition des troupes dites interalliées. Alors ça, c'est pareil, le commandant Armand Jacques qui a publié ça dans son revue militaire, l'a publié 2-3 ans après. Et c'était un des rares français présents. Alors en ce qui concerne l'occupation militaire, alors il y a un district qui a été mis à part, donc à l'extrême gauche, c'est celui de Xanthi, parce que officiellement il a été confié aux Grecs, il y a la 9e division hellénique qui est présente, mais comme en même temps ça fait partie de la trace interalliée, que les politiques craignaient comme la peste, que l'arrivée des Grecs se fasse avec des éventuels conflits, incidents, ou plus qu'incidents comme avait eu lieu au mois de mai 1919 à Smyrne. Donc on ne les avait pas laissés tout seuls, si je puis dire. Enfin, il y avait aussi toute une présence interalliée à côté. En fait, ça s'est très bien passé sur le plan ethnique, je puis dire. Ça se passait moins bien entre le commandement français et le général Leonardopoulos qui était là pour le compte de la 9e armée division hellénique, parce que lui considérait que puisque ça allait redevenir en Grèce, il était déjà en Grèce, c'était déjà grec, donc il était le chef, et donc les Français avaient qu'à aller s'occuper d'autre chose. Et comme Charpie considérait qu'il était le commandant du tout, entre militaires, c'est pas terrible. Par contre, sur le plan humain, sinon ça va. Donc on leur a ajouté, alors c'est là qu'il me faut les petits papiers, parce que je ne me demandais pas combien il y a de gens dans un bataillon, un régiment ou un peloton, je refuse d'avance. Donc, à Xanthi, à part la 9e division grecque, il y avait donc 2 bataillons d'un régiment de tirailleurs sénégalais, un escadron qui venait d'un autre régiment de Spahi, 2 bataillons d'un régiment de tirailleurs algériens, une compagnie italienne et un peloton d'hindous. Je ne dis pas tout de suite c'est interallié, mais alors italiens, ils sont italiens. Par contre, tous les Anglais qui sont dans l'affaire sont hindous, et ma grande occupation française, hormis les commandants, n'est composée que de Spahi et de tirailleurs sénégalais, algériens, et c'est tout. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas beaucoup de mémoire, les tirailleurs sénégalais n'ayant pas follement rédigé de mémoire en cours, pas plus que les hindous, etc. Donc voilà. Alors, Xanthi, en fait, alors il y a eu une grande salade dans les noms, parce que bon, le français qui débarque là-dedans, il se débrouille, il recopie ce qu'il entend, il essaie de le rendre phonétiquement, et donc tout dépend de ce qu'il rencontre. Alors Xanthi, en gros, s'appelle toujours Xanthi, donc sur son nom grec. Par contre, après, le Gulgina,
qui peut être aussi Gümülcine ou Gumurcina, bon, qui est le mot turc pour déformé variablement pour Komotini. Personne ne dit jamais dans les textes Komotini. C'est toujours écrit Gümülcine ou Cina. Bon, même chose pour Dédé Agaç, ensuite Alexandroupolis, mais ça c'est normal puisque le roi Alexandre n'avait pas encore fait le voyage, donc la ville s'appelait vraiment Dédé Agaç. Ensuite, alors il signale à Gümülcine qui était le centre, donc l'état-major de Charpie était installé à Komotini. Il y avait là aussi un bataillon de tirailleurs sénégalais, un peloton de Spahis, un officier britannique et 50 amis. C'est... Bon, à Dédé Agaç, ensuite, je continue. Il y a des tirailleurs sénégalais et des Spahis. Ensuite, en remontant donc à ce qui est appelé là-dessus Férégique, qui est Férès, actuellement, c'est une compagnie italienne. Après, il y a Soufli, qui en général, donc on trouve soit sous Soufli, soit sous Soflou. Mais c'est vrai que la différence est relativement réduite. Donc à Soufli, il y a aussi Spahis et tirailleurs algériens. Ensuite, il y a des points de passage, là, Bidikli et Koulé-Libergas, un peu au-dessus, sur la Maritsa, où à chaque fois on a déposé une compagnie de tirailleurs algériens. À Demotika, alors oui, on le voit. Alors, c'est ou Dimetoka, ou Demotika, ou Vivimotiho actuellement, mais c'est la seule chose qui n'est jamais marquée non plus. Donc là, le centre est un peu plus gros. Donc là, il y a aussi Spahis et tirailleurs algériens. Et on aboutit en fin de course à Karagaç, où il y a à nouveau installé un peloton italien et Spahis et tirailleurs algériens. Voilà. Et tout ce petit monde, donc, a comme centre l'état-major qui est à Komotini. Alors, sur le plan administratif, le Charpie s'est dépêché de fabriquer un texte qu'il a baptisé Constitution, quand même gros, qui était fait, il arrive à la fin octobre, un mois après, ça y est, il a publié sa petite Constitution, qui en fait divise la Thrace en 3 cercles, Xanthi, Gümülcine et Karagaç. Alors, donc, Xanthi, Komotini, Karagaç, c'est la banlieue d'Andrinople qui se trouve du côté Thrace occidentale de l'Evros, puisque le reste de la ville est en fait pratiquement totalement de l'autre côté. Et c'est important aussi, si j'arrive à retrouver la carte, à cause du chemin de fer, qui sera une affaire, parce que si vous voyez bien, le chemin de fer, en fait, reste d'un côté d'abord du fleuve, passe à proximité de Karagaç, mais ne passe pas dans Andrinople. Et ça a joué un rôle sur la fin en fait, du sort de cette trace, c'est-à-dire que quelques années après, là, en 1923, on va encore changer un petit peu quelque chose à la frontière, qui n'est donc plus tout à fait maintenant celle de ma carte, parce que le petit carré qui est sur la frontière grecque actuelle, quand on suit justement cet angle, il y a une sorte de petit renfoncement, et le petit renfoncement a consisté en fait, au moment de Lausanne, à prendre le secteur Karagaç qui avait la gare et à le mettre du côté turc avec Andrinople, partant de l'idée que priver une ville d'une banlieue, c'était déjà, surtout que c'était une belle banlieue, c'était déjà un peu dur, mais surtout la priver de sa gare sur ce que sont les voies de chemin de fer et ce qu'est la ville d'Andrinople en plus, c'était quand même un peu
économiquement difficile, donc on a fait, et les fameux 12 km de frontières terrestres avec la Turquie où on a construit le fameux mur de barbelés, correspondent à ces petites encoches, puisque sinon c'était le fleuve, la frontière, donc il n'y avait plus de frontières terrestres. Et c'est là qu'il a fallu la faire. Donc dans la constitution Charpie, il y a donc 3 cercles, Xanthi, Gumucine et Garagac, et le premier est dirigé par un grec, les 2 autres par 2 colonels, chacun un colonel français, et les 3 cercles sont divisés en 6 districts, un par ville pratiquement, donc Xanthi à nouveau, Gumucine, Garagac, Soflou, Demotika, Garagac. Et là, à chaque fois, il y a un gouverneur et un vice-gouverneur. Quand le gouverneur est grec, le vice-gouverneur est turc. Quand le gouverneur est turc, le vice-gouverneur est grec. Et ça fait 3-3. On a expulsé d'avance les Bulgares de l'affaire. Ils sont punis, on leur a enlevé le coin, donc ils n'ont pas grand chapitre, si je puis dire. Et donc Charpie a créé, alors évidemment, côté photo, c'est pour le symbole, c'est pas terrible. Bon, a créé un conseil administratif supérieur de la Thrace occidentale, c'est Thibault, conseil consultatif, faut pas, il fait rien de plus, qui comprenait 15 membres, en fait, parmi les notables, et il avait fait une petite salade aussi, donc il y avait 5 musulmans turcs, 4 grecs orthodoxes, 2 bulgares, 1 juif, 1 arménien, et 2 personnes baptisées thraciens. Les autres, on ne sait pas, les autres, ils sont pas ces deux-là, il y a 2 thraciens. Alors, finalement, que sont ces thraciens qui ne sont jamais dit, moi je suis thracien? Donc après, tous les textes se dépêchent d'essayer de les caser dans une case autre que thraciens. Et donc sur les 2, il y en a un qui est un grec de nationalité française. Donc après, les Turcs pas contents disent oui, mais comme il est grec, il va aller voter avec les 4 autres grecs, donc du coup, bon. Et l'autre est baptisé Levantin, et il s'appelle Badet. Avec ça, vous faites... bon, de toute façon, ils avaient quand même qu'un rôle consultatif, c'est pas trop grave. Et donc, ils se sont réunis dans ce qui était l'ancien palais de justice, version ottomane de Komotini, lequel ancien palais de justice a été rénové, c'est le même, comme sur la photo d'avant, tout beau. En fait, voilà, l'escalier principal devant lequel ils sont dans la photo, c'est ce qui est là. Donc, ils se réunissent. Alors, la langue de travail, donc, est le français. Et ensuite, ils ont décidé que tous les textes officiels seraient publiés et affichés en français, en grec et en turc. Ce qui fait un problème de traduction permanent et continuel. D'autant plus qu'on a décidé d'évincer le bulgare, mais il y a quand même des bulgares, même si on ne veut pas les compter. Donc il faudra bien les compter, ne serait-ce que pour arriver à leur faire comprendre le truc, des fois qu'ils ne sauraient ni le grec, ni le turc, ni le français. Donc il faut encore trouver des traducteurs. En plus, on a des gens là-dedans, les fameux Pomac, qui en fait parlent une variante de bulgare, mais qui n'est pas vraiment le bulgare standard, donc ils vont aussi avoir du mal à comprendre autre chose. Donc les problèmes de traduction sont à peu près continuels. Et puis, donc Charpie s'est mis à créer son petit État, donc il y a un service des finances, alors c'est là qu'il y a un bulgare, donc, qui est à la tête. Il a créé des services de justice, de travaux publics, de postes, d'hygiène, une gendarmerie thracienne. Et donc, voilà. Alors mon timbre, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de faire des timbres, donc il a récupéré les timbres bulgares, et il a casé par-dessus un beau tampon, Thrace occidentale. Et il a fait la même chose pour les billets de banque, là aussi, parce qu'il n'avait pas le temps de s'amuser à créer une nouvelle monnaie. Qu'est-ce qu'on aurait fait du franc? Et qu'est-ce qu'on sait d'autre, puisqu'on ne savait pas encore si ce serait grec, turc ou je ne sais quoi. C'était... en plus, ils ont eu des problèmes. Alors, il y a des problèmes de traduction permanente. Il y a pour leur fameux compte, il y a des problèmes de registre d'état civil, dont certains ont disparu. En plus, ils voulaient créer un état civil laïque à la française, chose totalement inconnue, aussi bien de l'Empire ottoman que de la Bulgarie qui avait suivi.
Donc tout d'un coup, se mettre à créer tout ça, en plus en X langues à la fois, c'est aussi pas rien. Hein. Et en plus, il y avait une partie des fonctionnaires bulgares qui étaient partis avec les registres. Hein. Alors, celui-là aussi, je l'ai mis uniquement. Alors, c'est un très très beau bâtiment, donc vous pouvez le trouver en photo moderne, tout beau, et là, il est très vilain. Mais ce qui m'avait plu, c'était qu'il soit en carte postale. Hein. Alors, vous voyez qu'on a repris en fait des cartes bulgares, toutes les cartes du moment, c'est les cartes bulgares, et puis on a changé vaguement un truc pour que ce soit bilingue, bulgare-français. Hein. Donc, c'est devenu trace occidentale. Et alors, en fait, c'est effectivement l'Arkandiko Tsanakli qui était le plus grand commerçant de tabac de Bomotini, tellement grand qu'en fait, tous les occupants, chacun à leur tour, l'ont récupéré. Donc, voilà, les Bulgares en avaient fait le siège de l'état-major, puis le siège de l'état-major interallié, puis le siège de l'état-major grec, puis c'est revenu aux Bulgares pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ça a été récupéré, et puis voilà, maintenant c'est l'université de Thrace qui a installé ses bureaux centraux. Et sinon, ce qui... alors ça, c'est trop petit là, parce qu'il y avait une traduction absolument délicieuse qui était passée du turco-bulgare au français, où en fait, l'état-major de la division de la mer Blanche, alors c'est une version franco tirée du turc de Akdeniz pour caser la Méditerranée, seulement la traduction française a écrit sur l'ordinateur, ça se voit, a écrit la mer M-E-R-E, ce qui rend la chose c'est pour ça que je n'avais pas résisté, mais je n'avais pas réalisé que ça ne se verrait pas. Et donc il y avait un petit bâtiment qui était le caracol de Gumudjiné, l'emplacement de la police, quoi, dans lequel Charpie, lui, s'est installé personnellement. Hein. Voilà. Là aussi, l'administration centrale ottomane était installée donc, au Konak, qui a été récupéré de la même façon par les Bulgares, les Français et les Grecs après. Hein. La même chose d'ailleurs, il y avait à Vidimot-Irko, il y avait une école juive de l'Alliance israélite universelle qui était flambante neuve et qui était le plus beau bâtiment pratiquement des lieux. Et là aussi, pendant les guerres balkaniques, toutes les armées qui sont passées par là s'y sont installées. Après, ça a été pendant la guerre, puis les Français au passage, puis dans la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un bâtiment solide. Donc on le ratait pas. Alors, ils ont eu quand même beaucoup de difficultés en plus des traductions, passe aux choses sérieuses. D'abord parce qu'il débarque fin octobre, qui s'en va en mai, autrement dit, il est là pendant finalement l'automne et l'hiver. Et l'automne et l'hiver thraces ne sont pas franchement... c'est pas Nice. Donc il fait froid, il pleut, l'Evros déborde généreusement... il continue de déborder malgré les travaux, donc il débordait encore un peu plus. Hein, et tout ça se passe, c'est toujours dans la boue. Après, moi je me rappelle les récits des gens qui sont obligés, qui sont déplacés pendant les guerres balkaniques, on les trouve 9 fois sur 10 dans la boue. Ensuite, malheureusement, après Lausanne, j'ai à nouveau des flots de gens qui sont en train de traverser à nouveau en automne la Thrace, les pieds dans la boue. C'est une affaire absolument continuelle. Et donc ils ont des énormes problèmes à cause du temps qui rend, je veux dire, le départ des gens, puisque le but c'est faire évacuer les Bulgares et d'un autre côté faire revenir les Grecs et les Turcs qui étaient partis. Ces déplacements de population qui n'ont rien, sous la pluie, dans la boue, avec en plus des routes qui n'en sont pas et des chemins de fer qui sont un petit peu dépassés. C'est vrai que ça leur fait beaucoup de difficultés. Et donc en fait, on a beaucoup utilisé les tirailleurs, sénégalais ou pas, à faire, il avait créé un bureau des travaux publics, c'est pas pour rien, à refaire des tronçons de route sur le trajet en fait, Xanfil et Déagatch, donc la route principale,
de manière à ce que, en gros, les chariots puissent passer. Puisqu'après, ils disent bien que dans les villages, en général, c'est plus des routes, c'est des pistes, et on frappe pas plus. Hein. Remettre en état un pont sur le Nestos, hein, et en créer un dans Komotini, parce qu'en fait, la ville est partagée maintenant par une espèce de grande avenue avec la place du marché au bout, et qu'en fait, cette grande avenue, c'était un oued qui traversait la ville, avec ou sans eau selon les saisons, et avec de l'eau au moment où les Français étaient là, et qui débordait plus ou moins selon les pluies, et pour lequel il n'y avait pas de pont, donc ça compliquait énormément les communications, etc. Et donc ils ont fabriqué un pont. Et alors pour la description de cette belle chose, j'ai piqué dans le livre d'Altinov, parce que j'ai pas trouvé de français qui découvre. Hein, alors il y a une description du Mulchinier qui n'est pas triste. Hein, dit c'est une ville plongée dans la boue qui surnageait à la surface des trottoirs turcs. La nuit, l'obscurité était si désastreuse que la circulation par les rues constituait une prouesse. La rue centrale qui venait de la gare traversait le ruisseau qui passait par la ville qu'on appelait le fleuve. Mais en l'absence de pont, il fallait faire de larges détours. Nous passons sous silence l'enlèvement des immondices. On emprunta au commandant de l'armée d'Orient 2 rouleaux à vapeur et l'on commença à empirer les rues principales de Gumuljiné. On fit un pont et à l'aide de voitures militaires, on nettoya les immondices et la boue. La ville fut éclairée, les rues principales, on va rêver quand même, au moyen de grandes lampes à acétylène. Les pompes à vapeur du peloton du génie ont aussi curé les fosses d'aisance. Et qu'on a aussi, hein, quand même. Donc ça, c'était le côté transport. Je dirais que pendant que je suis dans le transport, je vais vous donner la suivante, avec les beaux, hein, les chameaux. Ils sont postérieurs, mais ils étaient déjà là. Hein. C'est juste la photo qui est effectivement, justement, comme il n'y a qu'une voie de chemin de fer qui fait le tour, et qu'il n'y a rien dans le sens nord-sud, en fait, il y a beaucoup de trafic qui se faisait depuis les montagnes des Rhodope vers la mer et inversement. Et donc, ces gens-là n'allaient pas s'amuser à faire des trajets fabuleux via le chemin de fer. Et donc tous ces trajets qui passaient par la montagne, etc., se faisaient en général en chameau. D'où les chameaux, s'ils attendent, ils sont là tranquilles sur ce qui est la place du marché de Komotini. Et en fait, ils sont là jusque dans les années 50. C'est à la fin des années 50 qui sont remplacés par autre chose. En fait, ils ne sont pas remplacés. Comme il y a le rideau de fer, on ne passe plus dans le sens nord-sud, on ne va plus à Bulgarie, donc il n'y a plus besoin de chameaux. Puisque dans le sens ouest-est, on a une route, un chemin de fer, et comme dans l'autre sens on ne bouge pas, on peut le faire. Alors, une autre série des difficultés vient des suites des guerres, puisqu'il y a eu non seulement la guerre mondiale, mais les guerres balkaniques dans le secteur, et qu'il y a toute une série de villages détruits, totalement détruits depuis 1912-13, qui sont encore détruits contre l'armée française, fait ses comptes en 1920. Donc, en fait, la Première Guerre mondiale n'a pas détruit de village. Donc, ceux qui sont détruits, ça remonte à 1912 et 13. Et il y a des villages bulgares, il y a des villages turcs. Je dirais que c'est avec une grande égalité pour tous. Et c'est pratiquement toujours dans la vallée de l'Evros. C'est elle qui a vraiment pris le plus dur des combats. Et en fait, l'armée française compte non seulement les habitants, mais compte aussi les possibilités de cantonnement pour des hommes, pour des chevaux, possibilités de fourrage, etc. Et on s'aperçoit que dans la vallée, justement, il y a pratiquement possibilité zéro. Et pourtant, la vallée de l'Evros est toujours décrite comme un bel endroit agricole, etc. Mais les destructions ont été telles qu'on ne peut pas compter sur grand-chose. Alors, il y a eu toute une campagne de travaux qui a été entamée, dont certains me laissent absolument béate. Je veux dire qu'on a créé un corps de garde forestier. On a récupéré un gars un Bulgare qui avait fait des études d'agronomie à Nancy,
on l'a mis à la tête de ce truc-là, hein, et on a commencé un plan de reboisement du Rhodope. C'est fabuleux, on était là pour un petit temps en tant qu'intermédiaire, hein, et une voilà partie pour... et en plus, c'était pas idiot, mais je veux dire, c'est quand même... Bon, et il avait commencé, puisqu'ils ne vont pas rester si longtemps, ils ne sont pas reboisés le Rhodope, rassurez-vous. Par contre, ils avaient déjà installé des pépinières dans la banlieue de Xanthi, de Comotini, pour avoir ensuite des petits arbres à aller planter. Hein. Et le corps de garde forestier devait limiter les zones de plaquage de troupeaux pour qu'on puisse justement reboiser. Il y a un groupe de soldats qui était supposé s'occuper de trouver des moyens de transport pour finalement transporter, alors éventuellement les gens qui rentraient dans le pays, qui arrivaient à la gare et qui n'avaient rien, et puis l'alimentation nécessaire à l'armée, aux uns, aux autres, etc. Parce que vous ne pouvez pas réquisitionner les moindres charrettes, il n'y en avait pas. Il y a des comptes sur combien il y a d'arabas, de chariots par habitant, etc. C'est un truc tellement rare qu'il n'y a pas moyen, il faut se les faire. On a aussi acheté des futurs verrassoirs, acheté des bons Bix pour les ramener dans la région de Soufli qui en était grande productrice, travailleuse de soie, etc. où l'affaire s'était un peu détruite à l'occasion des guerres balkaniques. Je veux dire, là aussi, c'est pas juste finalement construire un pont, c'est plus vite faire. Hein. C'était prévoir des choses vraiment devant soi. Et on a fait venir du charbon. Charpie a fait venir du charbon en disant que finalement les gens se chauffaient tous au bois parce qu'ils n'avaient rien d'autre et que ça détruisait ces efforts de reboisement. Et donc il fallait faire venir du charbon par chemin de fer. Il y a eu aussi des efforts alors, concernant justement l'état sanitaire, puisqu'il nous a dit que les immondices traînaient, etc. Et qu'ils ont remis en état les hôpitaux qui avaient fermé à cause des guerres balkaniques, toujours. Ils se sont occupés du nettoyage des rues, des canalisations et autres. Et disent que la mortalité infantile à l'hôpital de Comotini était 2 fois plus élevée, presque 3 fois plus élevée que les naissances. Non, que la oui, c'est ça, que la natalité, enfin que vraiment. Et donc c'est tout un travail avec, alors pour justifier qu'il n'y a que des Sénégalais et des Algériens. On ne dit pas que c'est parce qu'il aurait peut-être été dur en 1919 de convaincre les paysans français qu'il fallait en plus aller en trace quand la guerre était finie. On a dit que c'est parce qu'eux, ils étaient habitués à la malaria, alors ils seraient moins victimes que les bons Français qui avaient été tous réduits à merci à Salonique. Donc le fait est qu'on les a envoyés assécher un certain nombre de mares, passer au pétrole les mares les plus atteintes pour justement diminuer les moustiques, et qu'on a distribué gratuitement de la quinine. On a fait vraiment... Et, alors, Altinov explique, ça j'ai pas su le mettre, alors c'était la cerise finale, pas finale mais pour ce truc-là, on a voulu distraire les militaires, ils sont embêtés. Et donc, à Xanthi et à Comotini, on organisait des représentations hebdomadaires de vaudeville. Je ne sais pas comment ça se présentait, mais... Et on faisait, puisque c'était que des tirailleurs algériens, marocains, etc., et bien on organisait des fantasias avec chevaux et chameaux le long de la route de Dédé Aga Chamakri, dans la partie où elle est bien plate et bien droite. Et on amenait les militaires en petits camions, les petits soldats, pour qu'ils puissent s'amuser un peu. Alors, ensuite, voilà, j'ai quelques... alors, celle-là, elle remonte, elle est... vous voyez, c'est fait partie des cartes bulgares. Celle-là, elle n'a même pas été francisée. Alors, la deuxième partie du travail, c'était les affaires de population à départ et retour. Ça aussi, ça a été très dur. La situation est extrêmement confuse, puisque comme partout pendant les guerres balkaniques, selon les avancées et reflux des armées, les populations civiles avancent et reculent elles aussi pour éviter, si possible, le massacre. En plus, quand la Thrace est devenue bulgare,
Et les Bulgares ont tout fait pour la bulgariser, en disant qu'il fallait à tout prix qu'elle ressemble à un point de vieille Bulgarie. Et donc, allant d'ailleurs jusqu'à baptiser de force les Pomaks, les pauvres Pomaks, qui en a expliqué qu'ils étaient, du moment qu'ils parlaient une langue un petit peu bulgare, c'est qu'ils étaient des Bulgares musulmanisés de force. Puis maintenant, les Grecs leur expliquent que c'est parce qu'ils ont été aussi musulmanisés de force, mais même bulgarisés aussi de force. Bon, mais alors, toujours est-il que l'avantage des Grecs, c'est qu'ils n'ont pas essayé de les tremper dans la rivière collectivement. Tandis que les Bulgares les ont fait tremper. Alors, je vous rappelle que les rivières de Thrace, en hiver, c'est pas franchement chaud. Et qu'en général, de toute façon, les conversions forcées, c'est jamais très efficace. Et donc, les Bulgares se sont occupés pour que ça soit plus bulgare, hein, de ramener à la fois bulgares, ces éventuels Bulgares égarés, en faisant ça par village, et en les faisant tremper dans la rivière. C'est pas écrit qu'elle est froide, mais moi je rajoute pour être allé là-bas au mois de février, que je dois l'être, pour en faire de bons orthodoxes. C'était très 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 efficace, puisque en fait les Pomaks, ils n'ont plus envie, c'est de ne pas devenir bulgares. Ils n'ont pas encore ils sont pas oubliés ni pardonnés, hein, ce côté-là. Bon, et donc ils ont amené en fait toute une série de fonctionnaires avec toute leur famille, des colons, etc. Et comme parallèlement, il y a, alors là, du côté des chiffres, aux alentours de 40 000 Turcs d'un côté et 40 000 Grecs de l'autre, qui sont partis pour ne pas devenir bulgares, ça a permis d'amener des Bulgares à mettre à la place. Et donc tout ce petit monde arrive en 1913-14, donc en 19, je veux dire, ils ne peuvent pas plaider une implantation de 3 générations. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, eh ben, on va les renvoyer à la maison. Et donc, Charpie est supposé s'occuper de ce renvoi en douceur et du retour des éventuels 40 000 partis de chaque côté, 80 000, non moins en douceur. Et tout ça n'est pas extrêmement simple. Le départ, ça suppose, en fait, si on veut que ce soit humainement supportable, de les faire partir par le train. Donc il faut étaler les départs, etc. Et le retour des autres pose aussi le problème de la rencontre. Enfin, je veux dire, quand l'autre arrive, si le Bulgare n'est pas encore parti, on fait quoi? Donc, d'un côté, ils se sont occupés, en fait, de réguler, si je puis dire, le flot de départ des Bulgares, de manière à ce que les trains puissent assurer la chose sur plusieurs mois. Hein, et d'un autre côté, de prendre en charge les Grecs. En fait, il est revenu beaucoup plus de Grecs que de musulmans turcs, puisque à l'idée que ça risquait de devenir grec, les musulmans turcs n'étaient quand même pas follement enthousiasmés par l'idée du retour. Par contre, il revient des Grecs, alors on a créé des commissions pour vérifier, parce qu'ils reviennent en disant « moi j'habitais là, ça c'est à moi, ça c'est à moi, mais finalement est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était bien à eux ?» Donc essayer de vérifier tout ça. Hein, surveiller, en fait on les accueille à l'arrivée des trains, à Xanthi et à Komotini essentiellement, hein, et il en arrive pratiquement tous les jours, d'autant plus que le gouvernement grec pratiquement leur paye le billet pour qu'ils repartent plus vite. Et quand ils arrivent, en plus, dans certains cas, ils trouvent la maison démolie, donc il n'y en a plus, ou des Bulgares qui sont encore dedans. Et donc là, il faut aussi essayer de... hein. Alors, il y a toute une série de rapports comme ça, j'en ai retrouvé un. Alors, il y a un maire, le maire d'un village qui s'appelle Kavadzik et qui est près de l'Evros, qui dit en 1918, les Bulgares ont commencé à détruire les maisons des villages grecs de Kavadzik et Pachmakli dès qu'ils ont compris que les Alliés allaient occuper la Thrace et que donc les habitants d'origine reviendraient. Ainsi, ils ont détruit 300 maisons au village de Kavadzik en octobre 1918, réduit en cendres l'église grecque et son école,
dans le village de Pachmakli. Ils ont détruit aussi 40 maisons, mais n'eurent pas le temps de finir leur travail car une trêve fut conclue comme les armées alliées avançaient. Alors après, je trouvais aussi le commandant de la région de Soufli qui a écrit « La rentrée des émigrés grecs dans la commune de Karabouna, c'est près de Soufli, souffre de très nombreuses difficultés du fait du non-départ des familles bulgares qui détiennent encore leurs biens, attendant, paraît-il, que la Turquie leur donne l'autorisation de rentrer en Thrace orientale. » Parce qu'en fait, ils n'étaient pas tous de ce qui était devenu Bulgarie. Or, on ne peut, là et partout ailleurs, retarder la rentrée des émigrés grecs dans leurs biens. Il faut donc que les familles bulgares qui occupent indûment des biens à d'autres nationalités rentrant en Thrace s'installent ailleurs, soit de leurs propres moyens, soit à la diligence des comités bulgares de réfugiés. Et du coup, on a créé des comités d'arbitrage. Alors, je ne vous dis pas, il faut à nouveau trouver des gens qui parlent 3 langues à la fois, etc. Bon, et j'irais jusqu'à dire que le miracle, c'est quasiment que ça s'est pas trop mal passé. Qu'il n'y a pas de gens qui se sont égorgés, etc. Comme ils font tous grand soin de prendre en note dès que quelqu'un est égorgé par celui d'en face, c'est qu'il n'y en a pas. Bon, il y a une troisième chose aussi sur le plan humain, ça a été la question des prisonniers de guerre. Car il y a des tas de... Les habitants, les hommes de la région ont été enrôlés en tant qu'habitants l'Empire ottoman pendant les guerres balkaniques du côté ottoman, qu'ils le veuillent ou non, sauf s'ils devenaient déserteurs et qu'ils prenaient la fuite. Et donc après ça, ils se sont retrouvés prisonniers de guerre quelque part dans les sorts variés de l'armée ottomane. Et donc ensuite, les familles ne savent strictement pas où ils sont, ni si d'ailleurs ils sont vraiment vivants ou pas, et sont venus s'adresser à Charpie pour demander des nouvelles de Mohamed Machin, fils de Youssouf et compagnie. Alors, il faut arriver avec une lettre du Mouktar, donc du mec du village, du maire, qui indique que le soldat est thracien, c'est-à-dire qu'il est né dans sa commune. Alors, le Mouktar, il écrit ça avec ce qu'il peut, en turco-ottomano quelque chose, et après, il faut une traduction. Et ensuite, en fait, les autorités militaires se chargent de repérer le bonhomme. Et le miracle, quand ils ne contentent pas d'ordinateur, c'est qu'ils en ont repéré 918 cas. Et les 918, ayant été baladés à travers toutes les armées ottomanes, sont plus du tout en trace. Dommage qu'ils n'aient pas rédigé leur mémoire, parce que là, c'est comme ceux, ils ont dû avoir des étonnements. Il y en a qui sont dans des camps de prisonniers français, mais la plupart sont... Alors, ceux qui sont dans des camps français sont en Corse. Par contre, il y en a des tas qui se sont retrouvés dans des camps anglais. Alors, il y en a à Baalbek, à Bagdad, en Inde et en Birmanie. Je pense aux paysans sortis de sa boutrace qui tout d'un coup s'est retrouvé par je ne sais quel miracle en Birmanie. S'il est revenu un jour au village, ça a quand même pu faire quelque chose sur le récit. Et donc moi je trouve quasiment miraculeux qu'on en ait encore récupéré, comme quoi l'armée avait quand même des beaux dossiers. Bon, alors, quelques belles choses, voilà. La grande rue est, n'est-ce pas, cette rivière qui est rivière ou qui n'est pas rivière selon les jours et qui se transforme en océan de boue. Surtout que c'est la belle place. La fameuse histoire de l'arbre de Dédé Agathe, puisque le nom originel c'est l'arbre du grand-père, donc ce serait l'arbre du grand-père. Je ne garantis rien, mais bon. La glorieuse gare, parce que c'est, je veux dire, il y a tout un discours sur la construction du chemin de fer dans le secteur, qui est quand même un truc hyper stratégique et tout, et donc quand on tombe en photo sur la gare, ça remet le stratégique à sa place, quoi. Ça, elle a quand même une version... Bon, puis... Alors, effectivement, le lieu, n'est-ce pas, des Fantasias, c'est le grand bord de mer, depuis le phare, en allant jusqu'à Macri, l'endroit où on a une ligne plate et droite. Et les travaux, voilà, les travaux routiers à l'intérieur
de DDH qu'on a confié, hein. C'est dommage parce que même sur l'original on ne les voit pas davantage, qu'on a confié à des, mais c'est écrit derrière, à donc des prisonniers de guerre bulgares surveillés par les Sénégalais, hein, et qui doivent donc aménager des trottoirs, un caniveau central, etc. Sur l'ensemble. Bon. Sur Xanthi, ce qui m'avait plu, parce que c'était quand même la ville la plus développée, hein, il y a relativement pas mal, hein, de vues encore disponibles, avec effectivement les différents quartiers, le quartier qui était le plus grec, le quartier Samakov qui en fait venait de Grecs, de Bulgarie, qui avaient déjà été contraints à partir bien avant les guerres balkaniques et qui avaient abouti là, le quartier turc, hein, et puis les X entreprises de travail du tabac, puisque c'est la richesse numéro 1 de Xanthi. Il y en a aussi à DDH, hein, et ça se présente à peu près toujours de la même façon, et maintenant on les a en général à peu près retapés, comme ça se voit. Hein, c'est tout ce qu'il y a de plus rectiligne, identique, des grandes salles avec de très grandes fenêtres et des femmes qui en fait en général étaient assises par terre et roulaient, hein, les feuilles. Bon. Et après, alors ça c'était juste pour vous montrer un petit peu comment on se présente, puisque le gros travail théoriquement c'était, hein, le recensement. C'est un travail, il faut dire, très ambitieux, qui s'est révélé difficile à cause toujours des problèmes de langue, à cause du temps, et le climat et le temps pour le faire. Comment se déplacer sur les pistes pour aller dans tel et tel village, voir, compter combien il y a de personnes, plus le fait qu'il y a sans arrêt des gens qui s'en vont et d'autres qui arrivent. Et que donc il faudrait changer les chiffres toutes les semaines, si on voulait les avoir, hein, exacts. Donc, et qu'en plus, finalement, il faut faire confiance aux gens à qui on s'adresse et aux traducteurs. Et en définitive, les officiers français supérieurs, visiblement, ne font confiance ni aux uns ni aux autres. Donc, ils sont un petit peu chiffonnés. Hein. Et donc, alors, il y a en fait des fiches par village. Alors, celles-là, je les avais recopiées manuellement, donc j'en ai pas. Après, il y a une partie des fiches qui s'est perdue en route, donc il y avait une fiche par village. Ensuite, il y avait des listes comme ça qui disaient, voilà, dans chaque district, dans chaque commune, qui est-ce qu'on met comme village. Donc on fait une liste, hein, des villages de la commune pour qu'après on puisse avoir une chance de s'en sortir. Et après on fait des additions, hein, et on va compter les choses par commune et ensuite par district, et puis cercle et ainsi de suite, tout ça à la main. Et alors en haut, là où on a été très ambitieux, c'est qu'on ne s'est pas contenté de compter les gens. Alors les gens, la première colonne, c'est population. Hein. Alors normalement, on a mis les Grecs, les Bulgares, les Turcs, en tout cas musulmans qu'on a mis comme Turcs. De temps en temps, on compte les Pomaks, de temps en temps, on ne les compte pas. En fait, s'il y a des gens qui se présentent en disant c'est des Pomaks, on les met, mais on ne sait pas trop ce que c'est, alors il y a une colonne en général pour les Juifs, il y en a une pour les Arméniens, il y a une colonne autre, et de temps en temps, il y a des Bohémiens qui apparaissent au milieu de la colonne, ou qui sont dans les autres, parce qu'on ne sait pas trop non plus où les caser. Seulement, il y a une deuxième rubrique, qui est ressources en. Et là-dessus, on s'est mis à compter tout ce qui est les cultures principales. Donc en fait, là, on n'arrive pas trop. Il y a les ressources animales. Donc on compte les bovins, les buffles, les porcs, les chèvres, les moutons, les ânes, les mulets, tout y est. Enfin, je ne sais pas si vraiment on les a tous comptés, mais il y a des chiffres précis, hein, 224, 331, bon. Et puis, on compte les récoltes principales en demandant aux gens, finalement, de les estimer. Alors là aussi, ça devient très très drôle parce que les poids et mesures ne sont pas toujours les mêmes non plus. Alors, les ressources principales, là, c'est la troisième colonne. Et après, il y a une page de droite, hein, c'est la suite, où on évalue éventuellement la production
quand on y arrive. Alors il y a la commune dont ça dépend, là c'est Soufly, donc à chaque fois c'est Soufly. Et puis après il y a les voies de communication. Hein. Alors qu'est-ce qui passe dans le coin? L'état des voies. En général c'est très mauvais, qu'il y a une ville, avec du temps. Avec éventuellement des détails sur ce qu'on peut dire à propos des voies de communication. Après il y a une rubrique cours d'eau. Hein. Alors en fait c'est est-ce qu'il y a des sources, est-ce qu'il y a des puits, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il fonctionne toute l'année? Et est-ce qu'on a accès ou pas? Et ainsi de suite. Alors il y a la capacité de cantonnement, c'est là où il y a deux petites choses. Alors là où il y a 230, c'est là, et quand il n'y a rien, c'est qu'il n'y avait pas moyen de cantonner qui que ce soit. Alors il y a une rubrique curiosité. En général, ils comptent les églises et les mosquées dans les curiosités. Bon, il n'y a pas des masses de ruines antiques à compter, donc c'est plutôt ça. Hein, et après, il y a une dernière rubrique où de temps en temps, quand on trouve un truc, c'est la rubrique d'hiver, hein, dans la dernière colonne. Et donc, je veux dire, tout ça représente un truc énorme. Alors, il y a un premier état qui est donné au bout d'à peu près un mois, mais où le gars est bien conscient que ce qu'il raconte n'est pas très sûr, donc il dit cette statistique n'est donnée qu'à titre d'indication. Elle est déjà complètement erronée à l'heure qu'il est. Elle a été établie au moyen de renseignements fournis par les autorités locales. Cette statistique très tendancieuse en faveur des Bulgares est maintenant inexacte par suite du départ depuis cette époque de nombreux Bulgares et de l'arrivée de réfugiés grecs et turcs. Le double courant d'émigration et d'immigration va encore s'accentuer, étant à modifier donc ces chiffres dans un sens favorable aux Grecs et aux Turcs. Ça recommence comme ça à tout le temps. Alors, il y a un autre... il y en a un qui s'est excusé dans le coin de Soufly de ne rendre ces chiffres qu'au mois de janvier en raison, disait-il, du mauvais état des pistes qui avait empêché ces enquêteurs de ne pas le ramener. Et alors, au mois d'avril, le lieutenant-colonel qui donne en fait ces chiffres à peu près définitifs pour Jean-Pierre explique un peu comment il a fait. Donc il dit le nombre approximatif a été obtenu de la manière suivante. Premièrement, les populations musulmanes, les renseignements ont été fournis par les Bulgares en octobre 1919, la gendarmerie thracienne en décembre 1919 et la communauté musulmane. Les chiffres donnés par cette dernière sont de 20% supérieurs à ceux donnés par la gendarmerie thracienne. Entre parenthèses, les gendarmes sont grecs. Et de 10% supérieurs à ceux fournis par l'autorité bulgare. On a donc pris un chiffre intermédiaire entre celui donné par l'autorité bulgare et celui donné par la communauté musulmane. Et le pauvre fait pareil à peu près tout le long. Alors après, il a population bulgare, chiffre fourni par la municipalité de Xanthi, l'adjoint au maire est grec, qui a fait le recensement nominatif de tous les Bulgares habitant Xanthi. Les chiffres sont sensiblement les mêmes. Population grecque, les renseignements ont été fournis par la communauté grecque qui a envoyé chaque semaine la liste des réfugiés arrivant dans la semaine. La gendarmerie française fournit de plus chaque jour la liste des réfugiés se présentant à la gare. Les chiffres donnés par les Grecs sont supérieurs de 20% à ceux donnés par la gendarmerie. Mais il faut remarquer que la gendarmerie n'a pas le chiffre exact des réfugiés arrivant soit par voie de terre, soit par voie de mer. Les chiffres donnés sur la liste ci-jointe sont donc ceux donnés par la communauté grecque, arrondis à la centaine. Ils constituent donc, à mon avis, un maximum. Et tous les mois, il y a une liste supplémentaire, changée, variée. Et donc après, il y a des tas de fiches qui se perdent, et on finit par s'en sortir, hein, et on aboutit à ça. Hein, j'ai repiqué. Alors le plus drôle, c'est que les chiffres du tableau, en fait, sont moi en faisant des additions de tout ce qu'il y avait à Vincennes. Et qu'en cherchant sur Internet, j'ai découvert que depuis le temps que j'avais pu faire ça, et il y avait un grec qui avait repiqué tous mes chiffres, j'ai rien à dire, il me cite partout, tout le temps, alors j'ai rien, et qui a fait des beaux tableaux en anglais. Et moi, je lui ai repiqué ces tableaux parce qu'ils étaient tout beaux et tout faits. Donc, hein. Alors lui, il en a fait deux, un en pourcentage et un donc avec les chiffres absolus. Hein. Alors, le 204 000 au total est à peu près cohérent avec ce qu'on sait sur la population de la région dans
au début du siècle, donc à quelques milliers près, ça doit être à peu près ça. Hein, avec en gros, sur les Juifs et les Arméniens, à peu près tout le monde était d'accord. Et ils sont toujours, ce sont toujours des citadins, donc c'est vrai qu'ils sont plus faciles à comptabiliser sans doute. Hein. Et puis, alors la grande bataille de Chypre, c'est évidemment, alors les musulmans, quoi qu'il arrive, hein, ne sont pas majoritaires mais sont les plus nombreux. Et après, vous avez, c'est une situation classique dans les batailles de Chypre balkaniques. Hein. Et après, vous avez les Grecs et les Bulgares, hein, qui un petit chouïa après se tiennent, d'où l'intérêt de déplacer les Comaques et de décider qu'ils sont bulgares. Car si vous décidez qu'ils sont bulgares, ça change tout, ça vous fait plus de bulgares que de grecs. Donc, à vous de savoir dans quelle case vous allez les mettre, et eux d'ailleurs les malheureux ne savent strictement pas dans quelle case se caser eux. Bon, alors vous voyez que le secteur de Karagach, qui finalement après est revenu à la Turquie, hein, paradoxalement, était un secteur dans lequel il n'y avait pratiquement pas de musulmans. Ça, c'est les charmes des fixations de frontières dans la région. Hein. Et par contre, il y a une chose sur laquelle, qui est constatée depuis, c'est vrai que les Comaques, on ne sait pas trop combien ils étaient, mais en tout cas, ils sont effectivement toujours dans les deux secteurs de Xanthi et de Komotini, hein, et pas plus à l'écart. Et qu'effectivement, il y a en fait, le premier délégué du gouvernement grec qui est arrivé à Komotini était assez terrorisé parce qu'en fait, il n'avait quasiment pas trouvé de Grecs en arrivant. Entre le fait qu'ils n'étaient pas majoritaires dans la ville et qu'en plus, il y avait eu avant tous les déplacements, ça collait très mal avec ses revendications, etc. Là, en fait, les Grecs et les Bulgares sont à peu près d'accord sur les chiffres qui donnent des musulmans, parce que dans la mesure où il a été plus ou moins implicitement dit que les Turcs ne resteraient pas en Europe, et que donc on les tuerait, finalement, c'est pas grave, on n'a pas besoin de dire, regardez, ils sont très peu nombreux, c'est pas grave, même d'avouer que c'est le groupe numéro 1, puisque de toute façon, ils ne sont pas dans la compétition. Donc la compétition, elle est majoritairement, effectivement, dans les deux groupes centraux. Et puis après, on fait rédiger des proclamations aux notables juifs, arméniens ou même comaques pour leur faire envoyer des papiers signés à Paris où ils disent que ils préféreraient être bulgares plutôt que grecs, ou alors ils préféreraient être grecs plutôt que bulgares, d'entre eux pour signer dans les deux sens. Et la rubrique autres, les mothers de son... C'est en général essentiellement, alors c'est surtout Karagach, parce que là il y avait en fait pas mal de communautés variées et même d'Européens installés, ou alors c'est les fameux Bohémiens, selon chiffres. Bon, et la dernière chose, voilà, pour essayer de réduire ça en cartes, avec en fait les mêmes chiffres, c'est les chiffres d'avant simplement installés par commune. Bon, c'est vrai que la population musulmane sur le total n'est pas majoritaire, par contre elle l'est dans les secteurs de Xanthi et de Komotini. Et elle est pratiquement très faible ou quasi absente de tout ce qui est la bande le long de l'Evros. D'où les problèmes de dessin de frontières. Voilà, et pour couronner le tout, le départ et la remise de Komotini par Charpie aux autorités grecques, avec des belles dames en beau costume mode 1920 européenne. Je me suis dit d'ailleurs que j'ai pas trouvé assez, parce que à force de les voir, je me suis dit, on va faire un truc avec finalement la paysanne comaque telle qu'elle était, et les différents, les vrais thraciens, et puis ces dames très exotiques qui débarquent en mode française au même endroit, qui devaient être très embêtées quand il fallait mettre les pieds dans la boue. Voilà.
Et ceci dit, et en définitive, le recensement, hélas, n'a servi à rien. Le miracle de ces 7 mois de France, etc., c'est que personne, finalement, tout le monde a été content. Donc c'est presque un miracle dans la zone académique que tout le monde soit content d'une occupation étrangère. Il faut dire qu'on n'est pas resté trop longtemps aussi. Et qu'en même temps, je suis toujours impressionnée. Alors certains disent oui, mais les Français ont commencé ces travaux de longue haleine parce qu'en fait, ils avaient l'intention de rester. D'abord, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt pour la France à conserver la trace occidentale dans les ressources. Bon, la Beauce, mais on a la Beauce, on n'a pas besoin. Et en plus, je n'ai pas trouvé, enfin, visiblement, Charpie et ses sous-ordres n'avaient pas du tout l'impression que peut-être quelques militaires, quelques diplomates avaient pensé à quelque chose, mais pas eux. Voilà, là j'ai fini. Alors, merci Joël. C'était un voyage extraordinaire en France, qui est quand même une très belle région, même aujourd'hui si vous la visitez, et qui était comme ce qu'on disait ce matin à Thessalonique, c'est-à-dire une région qui avait de la richesse avec le tabac, et toutes ces constructions, toutes ces maisons, qui est vraiment impressionnant et qui continuent toujours à exister. Et avec tous ces problèmes-là, les tomates, etc. Sarah Bernard a joué au théâtre de Jean-Pierre, quand même. Et les pomacs qui ont quand même eu des problèmes longtemps, parce que les pomacs ont vécu aussi des moments difficiles avec les Grecs. Et cette région après, avec les échanges et les accords, elle est toujours dans une situation assez particulière. Donc, est-ce que vous voulez poser des questions comme ça? Oui, une question justement à propos des pomacs. Je n'avais jamais entendu parler. Qu'est-ce qui les caractérise par rapport aux musulmans? Ils sont du cru? Ils sont musulmans et ils parlent un dialecte bulgare. Voilà. Après, la bataille consiste à dire oui, mais s'ils sont musulmans, c'est parce qu'on les a convertis de force il y a ce temps. S'ils parlent bulgare, c'est parce que, etc. Et donc tout le monde s'arrache les cheveux pour savoir si on ne pourrait pas trouver un ADN pour savoir si finalement ils descendent des traces de l'Antiquité, des Pomacs, des Bulgares, je ne sais pas qui. Et leur problème en fait actuel, c'est d'être sans arrêt confrontés à des gens qui veulent leur assigner quelque chose, qui veulent qu'ils se déclarent ou turcs, ou bulgares, ou grecs, alors qu'ils préféraient qu'on leur foute la paix. Oui, tout le monde le revendique. Oui, c'est drôle. C'est-à-dire que les Grecs disent ah, on a raté, on aurait dû les rendre orthodoxes. C'est pas une époque, parce que c'était peut-être des descendants d'Alexandre le Grand. Mais oui, ils sont bons. Alors encore, ils ont dit ça. Les Bulgares, ils disent ben nous, ils ont notre langue, etc. Les Turcs, c'est non, les Turcs disent pas que c'est des descendants turcs, mais ils disent qu'en tant que musulmans, ils appartiennent à alors là, il y a des challenges. Et c'est vrai qu'ils ont vécu pendant une période sous la avec les Grecs. Pardon. Ils étaient isolés de force. Je crois que de force, dans certains cas, c'est pas vrai. Ils ont été convertis de force par les Ottomans au début du XIVe siècle. Ils ont été renoncés ensuite. Quand on est convertis de force, on peut toujours revenir. Alors pour l'instant, ils ne sont pas musulmans de force, ils sont musulmans. Voilà, c'est bien content de l'être. Bien sûr. Et pendant la guerre froide, ils ont vécu des discriminations supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soupçonnés. Tout d'abord, ils sont partagés entre la Bulgarie et la Grèce. Ceux qui vivaient en Grèce étaient soupçonnés d'affiliation, d'affinité avec les régimes communistes de Bulgarie, et comme les régimes en Grèce faisaient partie de l'autre camp, bref, ils ont connu des discriminations supplémentaires, ils étaient cantonnés, ils avaient besoin d'un passeport
Il fallait avoir un passeport pour entrer dans la région où ils habitent. Oui, pour se déplacer. Et cela, ces discriminations n'ont pas été abolies qu'en 1995, alors que la Grèce faisait déjà 15 alors que ça faisait déjà 15 ans que la Grèce faisait partie de la communauté européenne de l'époque. Bref, donc aujourd'hui, la situation, à vrai dire, comment ça se passe sur place, mais jusqu'en 1995, et ces zones-là vivaient dans une condition de confinement, d'exclusion sociale et spatiale, dans le sens où on avait besoin de passeports. Et au niveau, par exemple, des enseignements, même par la suite, c'est-à-dire même récemment, dans les années 2000, le ministère de l'Éducation nationale grecque continuait à prévoir un enseignement spécifique pour les minorités des Pomaks, comme ils ont pour les autres minorités, considérant qu'il fallait aussi préserver la langue turque, aussi bien leur apprendre la langue grecque. Donc, la seule chose qu'on leur enseigne pas, c'est le Pomak. Ça, c'est pas prévu dans la version scolaire. Ça, non. Et la répartition, c'est uniquement sur en fait, à l'origine, ils étaient dans l'Eurodoc, donc dans la partie montagneuse, dans le secteur Komotini. Alors, le nord de Komotini et de Xanthi, en fait, le sud des Pomaks. C'est-à-dire que la Grèce a 30 000 Pomaks et il y en a 1 million en Bulgarie. Et c'est juste un problème de la mais ils sont en pleine montagne. Seulement maintenant, ils quittent la montagne comme tout le monde. Donc en fait, ça va aussi changer, parce qu'à partir du moment où ils descendent en plaine, ils vont vivre avec tout le monde. En fait, l'assimilation Pomak musulman va s'accentuer, parce que du coup, ils vont aller là, dans les quartiers où il y a des musulmans. Et avec, vous savez, l'attrait de la Grèce à l'Union européenne, on va dire qu'ils ont aussi subi des nouvelles, pas discriminations, mais là, ils ont eu des conditions de vie. Les conditions de vie se sont dégradées un peu, notamment les conditions économiques. Pourquoi? Parce que comme ils cultivaient surtout le tabac, et que la communauté européenne de l'époque avait imposé en Grèce, comme dans tous les pays, des quotas de production de certains produits, eux, ils se sont trouvés obligés de se convertir. On leur a pas offert une conversion professionnelle, mais pas professionnelle. Mais c'est vrai que là aussi, c'était une évolution qui a On n'a pas été fichu de leur dire que faire à la place du tabac qui pourrait rapporter autant pour nourrir sa famille. D'où le fait de quitter la montagne et descendre. Non, mais là, la question des traces, elle continue toujours à... C'est pour ça que la gendarmerie thracienne et le thracien me laissaient, je me disais, il est où le thracian? Parce que même maintenant, je ne sais pas s'il y a un gars qui ose dire je suis thracian. C'était... Si j'ai encore une question, on remarque le dernier tableau que vous avez présenté, le recensement, apparaissent les origines ethniques, on voit apparaître les religions, les religions associées aux origines, et puis il y a les juifs, qui sont nulle part. Ils sont nulle part. Vous avez des musulmans qui sont... Ils sont comptabilisés comme étant une nation en soi. Que le fait d'être juif suffit à former une nation. Il faut bien montrer le problème du recensement entre l'origine ethnique, la religion. En fait, les Français ont adopté les appellations que les gens leur ont fournies. Ils n'ont pas eu le temps d'inventer autre chose, donc ils ont pris ce qui était déjà comptabilisé du temps des Ottomans, en définitive. De la même manière. Parce que l'Empire ottoman favorisait cette... il comptait déjà les gens comme ça. Il comptait ces populations à partir des croyances religieuses. Donc il reconnaissait le groupe des Juifs, le groupe des Arméniens, des orthodoxes, des catholiques. Et c'était derrière cette identité-là qu'ils avaient des autonomies, ils avaient des droits. Donc il y avait une organisation qui a été conservé longtemps par la suite, et après, quand on arrive avec les événements des échanges de populations, etc., encore une fois, on va arriver à se baser sur des éléments de ce genre, donc échange de populations, échange de religion. C'était pas un échange de... si c'était un grec converti au catholicisme ou
ou un turc orthodoxe, ceci ne comptait pas, c'était la religion qui comptait en premier. Mais je pense que notre spécialiste Catherine qui va aborder la question plus tard, parce que tous ces événements-là, ces différents aspects qu'on vient d'aborder, ils vont graviter petit à petit après la Première Guerre mondiale qui va continuer dans la région avec quelque chose qui va exploser en Asie mineure, avec un échange des populations, avec une remise en question de toute la région. Là, c'est... Plus une petite question pratique. En 78 ou 79, c'était hier, j'ai fait un voyage donc, de Grèce en Turquie et on était dans la région et je me souviens, le car nous arrêtait à Komotini, puis on traversait le pont à pied pour aller en Turquie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça devait être à Kouleli-Bourgas, le pont Kouleli-Bourgas, après Didimotico, là où il y a le pont. Voilà, on traverse à pied, c'est le pont de Lévros. Le pont de Lévros. Oui, c'est le pont de Lévros. Après Alexandroupolis. Oui. Voilà. On peut le passer On peut le passer à Alexandroupolis sans problème. Bah oui, de toute façon, on peut le passer. Mais... Même avec le train, oui, avec la voiture, avec le bus, à pied. Non, on est plus obligé de changer de car au passage et de traverser avec armée bagages. Ça, c'est terminé en 1981. Ça, c'est plus. Ce côté. Feuilleton d'affaires, on est terminé. Alors, il y a d'autres questions? Vous voulez qu'on s'arrête? Oui. Non, c'est simplement pour vous demander s'il existe toujours dans le gouvernement grec un ministre spécialisé dans la Macédoine et la Thrace. Oui, oui, ça existe. En résidence, il y a un ministre de la Macédoine. C'est comme si on dit un ministre de... C'était le ministère du Nord de la Grèce. Il y avait aussi le ministère du Nord de Grèce. Okay. Voriou Elados, la Grèce du Nord. Voilà. Et ça est devenu Macédoine Thrace, ministère de la Macédoine.